L'histoire des 12 travaux d'Hercule. Zeus, réveillez-vous. La belle Alcmène ne va pas tarder à mettre votre fils au monde. Thèbes est tout en fête. Toute la ville s'agite aux portes du palais. Hermès, calme-toi, gronda le grand dieu. Veux-tu que je me mette en colère? Tu es mon plus fidèle complice. Ça ne t'autorise pas à me sortir du lit à une heure pareille. Hermès baissa les yeux et recula de quelques pas. Zeus, qui régnait sur le mont Olympe, pays de tous les dieux, était très respecté. Chacun craignait ses colères, parfois si terribles qu'elles pouvaient faire tonner le ciel ou bouger les montagnes. Approche, messager. Puisque me voilà réveillé, Alcmène est donc sur le point d'accoucher? Oui, grand dieu, reprit Hermès tout agité. Vous savez bien qu'elle est enceinte. Depuis la nuit où vous vous êtes rendu auprès d'elle en prenant l'apparence de son mari Amphitryon. Elle porte votre enfant. Et cet enfant ne va pas tarder à naître. Tais-toi, imprudent. Je me souviens bien de tout cela et me passe volontiers de tes commentaires, interrompit Zeus. Tiens cette affaire secrète et prends garde à ce que la nouvelle ne parvienne pas aux oreilles de mon épouse. Elle est si jalouse que, par malheur, si elle apprenait mon infidélité, elle pourrait devenir folle. Le pauvre Zeus ne pensait pas si bien dire. Derrière la porte, ruminant sa rage, la déesse écoutait. Zeus conclut. Hermès, porte-moi ma toge, je vais rendre visite à la belle Alcmène pour accueillir cet enfant exceptionnel qui va naître. Zeus s'habilla, lissa sa longue barbe bouclée et descendit sur terre. Le palais du roi Amphitryon était en pleine activité et l'arrivée du dieu, dans un grand éclat de foudre, n'améliorera pas la situation. « Bonjour, belle Alcmène, dit-il. Je viens d'apprendre que l'enfant que je t'ai offert ne va pas tarder à venir au monde. Sache qu'il aura un destin extraordinaire. Sa force et ses exploits deviendront légendaires. Il libérera les humains de leurs maux et régnera sur la ville de Mycène. Quant à toi, Amphitryon, accepte cet enfant mi-homme, mi-dieu, et élève-le comme ton propre fils. » Zeus embrassa délicatement Alcmène et, prenant son envol, se retourna une dernière fois vers le jeune couple. « Encore une chose, mes amis. Appelez ce bel enfant Hercule. » Comme rien n'échappe à la vigilance des dieux, l'épouse de Zeus assista à la scène. Folle de jalousie, la déesse décida de préparer aussitôt sa vengeance. Cet enfant ne connaîtra pas la gloire qu'on lui prédestine, dit-elle dans sa colère. Zeus a eu l'audace de donner un fils à cette misérable Alcmène et prétend maintenant que cet enfant aura des pouvoirs divins. C'est ce que nous verrons. Elle commença tout d'abord par empêcher Hercule d'accéder au trône de Mycène. Elle s'empressa de placer à la tête de la ville le tout jeune cousin d'Hercule, Eurysthée. Zeus ne put éviter cette nomination et comprit vite les mauvaises intentions de son épouse. Hercule naquit quelques jours plus tard et se révéla très tôt grand, vorace et de tempérament joyeux. Amphitryon, en présage de ses exploits, lui avait offert pour berceau un superbe bouclier. Le jeune enfant était adorable, mais Junon cherchait toujours de nouveaux moyens pour s'en débarrasser. Une nuit, elle s'introduisit dans la chambre de l'enfant, endormit et libéra 2 serpents au venin mortel. Mais au matin, certaine de retrouver Hercule empoisonné, elle découvrit au pied du berceau les 2 reptiles gisants, sans vie, étouffés dans la nuit par l'enfant. Elle hurla de colère et jura de venir à bout de l'enfant. Les années s'écoulèrent et Hercule s'épanouit, toujours plus grand, toujours plus fort. De grands maîtres lui apprirent à manier un arc, à conduire un char ou encore monter à cheval. Bien vite, Hercule surpassa ses maîtres et réalisa de grandes actions. Pour le féliciter de sa force, Créon, roi de Thèbes,
lui offrit sa fille en mariage, la princesse Mégara. Elle était fort belle, et les deux jeunes gens ne tardèrent pas à tomber amoureux l'un de l'autre. Bientôt, 3 beaux enfants vinrent les combler de bonheur. La famille vivait ainsi heureuse et paisible. Mais sur le mont Olympe, au pays des dieux, Junon ne voyait pas d'un bon œil cette vie douce et agréable. Il lui vint à l'esprit cette idée effrayante, rendre fou Hercule, afin qu'il commette, dans sa démence, un acte horrible et irréparable. Ainsi, un matin, Hercule devint fou furieux. Il tua sa femme et ses beaux enfants dans d'atroces circonstances. Lorsque la raison lui revint, Hercule découvrit son massacre et comprit qu'il venait de tuer les êtres qu'il aimait le plus au monde. Accablé de chagrin, le jeune homme s'en remit aux dieux et alla demander conseil à la Pythie du sanctuaire de Delphes. « Malheur à moi !» s'écria-t-il. « Dites-moi quel châtiment pourrait me faire expier ces crimes. » Entendant ses plaintes, la prêtresse lui répondit « Hercule, tu viens de commettre un acte très très grave. Pour te faire pardonner, rends-toi auprès de ton cousin Eurysthée, roi de Mycène, et mets-toi à son service. Durant 12 ans, tu lui devras totale obéissance et accompliras les 12 travaux qu'il t'imposera. Si tu parviens à venir à bout de ces 12 tâches, toujours plus insurmontables les unes que les autres, tu seras définitivement pardonné pour les crimes que tu as commis. Le soir même, Hercule se rendit auprès de son cousin. Il lui fallait obéir aux dieux. Le lendemain matin, Hercule parvint au palais d'Eurysthée, s'y présentant comme son nouvel esclave, ainsi qu'en avaient décidé les dieux. Le jeune roi, qui redoutait depuis toujours qu'Hercule ne s'empare de son trône, en parut fort satisfait. « À la bonne heure, se dit Eurysthée. Je vais pouvoir en finir avec ce rival. Il faut lui trouver sans tarder une tâche périlleuse à accomplir, dont je suis certain qu'il ne reviendra jamais. » Eurysthée, dans un grand sourire, déclara à Hercule en se levant de son trône. « Cher cousin, rends-toi dans la forêt de Némée et tue le lion qui y vit. Il terrorise mes bergers et dévore leurs troupeaux. Pour preuve de ton succès, rapporte-moi sa peau. » Hercule partit sans crainte. Il ne redoutait pas d'avoir à affronter un lion. Cependant, il ignorait que le fauve aux origines divines était réputé invincible. Sa peau était si dure qu'aucune flèche ne pouvait s'y planter. À la nuit tombante, Hercule arriva aux abords de la forêt. Il entendit des rugissements assourdissants qui faisaient vibrer les feuilles des plus grands arbres. Au loin, dressé sur un rocher, crinière au vent, le lion se léchait les babines. Sa taille impressionnante n'effraya pourtant pas Hercule, qui s'approcha sans trop de crainte de l'animal. Il se dissimula derrière un buisson et attendit que le fauve soit bien en vue pour bander son arc et le viser d'une flèche à l'épaule. La flèche fusa, mais au lieu de se planter dans la peau du lion, elle ricocha comme sur une plaque de fer. Le fauve rugit et, en apercevant Hercule, qui réarmait son arc, se précipita à gueule ouverte au-dessus de son agresseur. Le jeune homme se voyait déjà mort lorsqu'il eut la bonne idée d'utiliser sa massue. Puisque la peau du lion était impénétrable, il tenterait de l'assommer. Hercule frappa l'animal à la tête d'un coup de gourdin incroyable, mais le fauve ne parut même pas le sentir. Il recula de quelques pas pour mieux observer son adversaire et se jeta sur lui, entamant un combat violent au corps à corps. À main nue, Hercule serra de toutes ses forces la gorge du monstre entre ses bras. L'animal se débattait et cherchait à le mordre, mais il ne put résister longtemps et rendit son dernier souffle dans un long rugissement. Hercule s'écarta, contemplant sa victime. « Voilà la première de mes 12 tâches accomplies. Il ne me reste qu'à dépecer ce lion et emporter la peau à Eurysthée. » Hercule voulut entailler le fauve, mais son cuir restait toujours impénétrable. Aucune arme ne pouvait s'y enfoncer. Il s'empara alors d'une griffe du lion et parvint ainsi à le dépecer. Hercule revint au palais de son cousin, vêtu de la peau du lion. Lorsque Eurysthée vit entrer ce qu'il prit d'abord pour un fauve, il faillit s'évanouir de peur. Notre héros s'avança et s'agenouilla au devant d'Eurysthée.
Cher cousin, dit-il, me revoilà vainqueur de ma première épreuve. Donne-moi une nouvelle tâche à accomplir et je t'obéirai. Eurysthée ne put répondre, tant il était sous le choc de l'exploit qu'Hercule venait de réaliser. Eurysthée fit appel à la déesse Junon, dit Héra, pour trouver une nouvelle mission impossible. Elle songea à l'hydre du marécage de la région de Lerne. C'était un reptile monstrueux à 9 têtes. Il était inutile d'essayer de le tuer en lui tranchant, puisque, sitôt coupé, les têtes repoussaient. Cet animal redoutable se nourrissait de chair humaine et capturait ses proies avec ses longues tentacules. Enfin, son haleine empoisonnée empêchait quiconque de l'approcher. « Hercule, déclara fièrement Eurysthée, je t'ordonne d'aller tuer l'hydre de Lerne, au marais. » Hercule, ne pouvant refuser, revêtit la peau du lion de Némée et prit le chemin du marécage. En chemin, il rencontra son neveu, Iolasse, qui lui proposa son aide. Après plusieurs jours de route, les deux compères parvinrent dans les marais de Lerne. Un épais brouillard rendait l'endroit effrayant. Le monstre était tapi dans un coin. Iolasse, murmura Hercule, allume un feu et plonge mes flèches dedans. Je les lancerai dans l'eau pour faire sortir la bête. En effet, le feu réveilla le monstre, qui surgit du fin fond du marais. L'hydre démêlait ses 9 têtes enragées, crachant leur haleine empoisonnée. Hercule, protégé par sa peau de lion, saisit son épée, en trancha 1, puis 2, puis 3. Ses efforts étaient inutiles. Tour à tour, les têtes repoussaient, plus effroyables qu'auparavant. « Iolasse !» s'écrie-t-il. « Je ne vais pas tarder à être prisonnier de la bête. Ses tentacules m'étouffent et son venin commence à produire ses effets. Vite, fais ce que je te dis. Je vais continuer à couper une à une les têtes de l'hydre et pendant ce temps, allume une torche dans le feu et porte-la sur chacune des plaies sur leur cou. » Sous l'effet du feu, la bête hurla de douleur. Comme l'avait prévu Hercule, les têtes ne repoussaient plus là où leur cou avait été brûlé. Le monstre s'effondra et disparut au fond du marais. Auparavant, Hercule avait pris soin de tremper ses flèches dans le venin de la bête. Grâce à ce poison, dit-il à Iolasse, mes flèches infligeront des coups mortels. Hercule rangea ses armes et salua son aide de combat. Merci pour tout. Sans toi, je ne serais jamais parvenu à venir à bout de la tête de la bête. Les jeunes garçons s'inclina en signe de reconnaissance, et les deux hommes reprirent chacun leur chemin. Hercule, à nouveau vainqueur, se rendit à Mycène, auprès de son cousin. Eurysthée, dépité, commençait à craindre de ne jamais pouvoir se débarrasser de son invincible rival. Un matin, des paysans vinrent frapper à la porte du palais d'Eurysthée. « Garde !» criait-il. « Laissez-nous voir le roi. Nous avons une requête de la plus haute importance à lui adresser. » Les gardes tentaient de retenir les paysans qui parvinrent malgré tout à pénétrer dans la salle du trône d'Eurysthée. « Eurysthée, dit l'un d'eux, ordonne à tes gardes de nous laisser passer. Nous venons te voir pour te demander de l'aide. » Eurysthée fit signe à ses hommes de s'écarter, et le paysan reprit. « Très cher roi, un sanglier énorme et féroce dévore nos récoltes et ravage nos champs. Aide-nous à nous en débarrasser. Fais intervenir ton armée. Elle seule pourrait l'éliminer. »« Un monstre, dites-vous ? Un animal cruel et féroce. Bien. » dit Eurysthée. « J'en fais mon affaire. Laissez-moi m'en occuper et en attendant que personne ne s'approche de la bête. » Les paysans partirent rassurés, laissant le roi à ses pensées. « Voilà qui tombe à pic, se dit-il. Ce sanglier invincible va me permettre d'en finir avec Hercule. Sa nouvelle mission consistera à me ramener la bête vivante. La tâche semble impossible. C'est donc un moyen d'en finir avec ce cousin de malheur. » Eurysthée fit donc appel à Hercule et lui confia ce nouveau travail. « Pars sur le champ, ordonna-t-il, et ne reviens que lorsque tu auras capturé le sanglier du mont Érybante, et vivant. » Hercule redoutait de plus en plus les commandements de son cousin, mais il savait qu'il devait obéir à ses ordres.
Il partit le jour même et parcourut un long chemin avant d'arriver sur le mont Erymanth. Ses flèches sur le dos et sa massue à la main, Hercule grimpait lentement. « À quoi bon avoir emmené mes armes puisqu'il est impossible de blesser l'animal ?» se dit-il tristement. L'hiver était venu et de gros flocons blancs recouvraient la montagne. Hercule avançait péniblement dans la forêt et ses pas s'enfonçaient dans l'épaisse couche de neige. Il était facile ainsi de suivre les traces du sanglier. Ses empreintes étaient marquées sur le sol et partout où il était passé, les arbres et les buissons avaient été attaqués par ses crocs puissants. Hercule pista longtemps l'animal sans réussir à le repérer. Or, un soir, alors qu'il pénétrait dans une grotte pour y passer la nuit, il entendit d'effrayants grognements. Il s'enfonça discrètement dans l'abri et, une fois caché, aperçut le sanglier qui s'approchait. La bête était effectivement géante et s'occupait à farfouiller dans le sol avec son énorme groin noir. Hercule s'empara promptement de sa massue et s'élança vers l'animal. Le sanglier prit peur et s'enfuit aussi vite qu'il put, mais sa lourdeur l'empêcha de se déplacer rapidement. Hercule n'eut aucun mal à lui courir après. Au loin, il remarqua un fossé de plusieurs mètres de profondeur. L'idée lui vint de poursuivre l'animal jusqu'au précipice et de l'y faire tomber. Le sanglier s'essoufflait et sa course devenait de plus en plus difficile. Il semblait ne plus savoir où aller. Ainsi, comme l'avait prévu Hercule, la bête ne prit pas garde au trou qui s'étendait devant elle et s'effondra 2 ou 3 mètres plus bas. Assommé, le sanglier n'émit aucune résistance. Lorsqu'Hercule lui ficela les 4 pattes avant de le hisser sur ses épaules. Ainsi chargé, Hercule traversa la montagne dans l'autre sens et regagna Mycène. Eurysthée était assis sur son trône lorsque son cousin entra dans le palais. En découvrant l'énorme bête qui grognait encore sur le dos d'Hercule, le roi fut saisi de panique et courut se cacher dans une immense jarre déposée à côté du trône. « Faites sortir ce monstre d'ici !» criait-il du fond de sa potiche. « Je ne quitterai cette jarre que lorsque cet animal horrible aura quitté le palais. » Hercule et les gardes partirent dans de grands éclats de rire. Ils obéirent cependant au désir d'Eurysthée et se débarrassèrent du sanglier. Le pauvre roi, méfiant, attendit que la nuit soit tombée pour sortir discrètement de sa cachette. « Puisque tu es si fort, déclara Eurysthée à son cousin, je vais te donner une nouvelle tâche, à ta hauteur. Capture la biche du mont Ménal et rapporte-la moi sur tes épaules. » Eurysthée lui demandait l'impossible, car cette biche était protégée par Diane, la déesse de la chasse. La déesse l'avait placée sous sa protection depuis qu'elle avait rencontré dans la forêt 5 biches magnifiques qui portaient des bois d'or et des sabots de bronze. Elle en captura 4 qu'elle attela à son char, mais ne parvint jamais à attraper la 5e. Depuis, Diane empêchait quiconque de s'approcher de la biche sacrée. Hercule prit son arc et partit en direction des forêts du mont Ménal. Là, durant des jours et des nuits, il parcourut la montagne, pourchassant la biche qui fuyait sans cesse. Une année s'écoula ainsi. Un soir, désabusé et épuisé par sa course, Hercule se coucha au bord de l'eau et dormit 2 jours entiers. Il aurait dormi plus encore s'il n'avait pas été réveillé par un bruit doux et étrange. Il crut d'abord qu'il s'agissait de la pluie, mais en se levant, découvrit la biche qui buvait l'eau du ruisseau. Vif comme l'éclair, Hercule saisit son arc et visa la cuisse de l'animal. La biche tomba à terre, mais le coup infligé ne lui fit pas perdre une seule goutte de sang. Hercule se précipita sur sa proie, la plaça sur son épaule et prit la route de Mycène. Tandis qu'il pensait à sa mission bientôt achevée, un éclair l'aveugla et une femme superbe, armée d'un arc immense, apparut au-delà de lui. « Eh bien, petit mortel, tu oses t'emparer de la biche au bois d'or pour t'en protéger des dieux, que je n'autorise personne à toucher. » Hercule recula et contempla la jeune femme. Il reconnut aussitôt Diane, la déesse de la chasse. Il s'agenouilla et déclara « Je vous en prie,
Je ne fais qu'obéir aux ordres de mon cousin Eurysthée. Mais soyez sans crainte, je ne l'ai pas blessé. Aucune goutte de sang n'a coulé. Dès que le roi l'aura vu, je vous promets de lui rendre sa liberté et de vous la rapporter. » Touchée par le récit d'Hercule, Diane accepta de le laisser partir. Elle prit soin cependant de lui rappeler que s'il ne ramenait pas l'animal, elle se vengerait. Plus d'1 an s'était écoulé depuis le départ d'Hercule, et Eurysthée pensait s'en être définitivement débarrassé. Aussi, lorsqu'il aperçut la silhouette d'Hercule portant la biche sur son épaule, il crut rêver. « Maudit soit cet homme !» s'écria le roi Eurysthée. « Qui pourra m'en libérer puisque les plus grands monstres de ce monde n'ont pas su le tuer? Et maintenant, voilà que les dieux même le protègent. » Eurysthée s'éloigna en pensant déjà à la prochaine mission insurmontable qu'il pourrait bien trouver pour son cousin. Une fois qu'Hercule eut montré sa proie, il s'empressa, comme il l'avait promis à la déesse Diane, de lui faire regagner les forêts du mont Ménal. À peine rentré, Hercule fut de nouveau demandé par Eurysthée. « Connais-tu le lac Stymphale ?» lui demanda le roi. « Bien sûr, » répondit Hercule inquiet. « Tu sais que des oiseaux immenses et cruels y rôdent, lançant leurs plumes d'acier comme des flèches sur leurs ennemis. On dit qu'ils aiment la chair humaine. »« Assez, » interrompit Hercule. « Je vois où tu veux en venir, maudit cousin. Tu souhaites que j'aille là-bas pour éliminer ces oiseaux voraces, mais si tu penses me faire peur, tu te trompes. Je saurai en venir à bout. » Hercule prit son arc et ses flèches et se mit en route vers le Péloponnèse. Comme toujours, il portait sur lui sa peau du lion impénétrable qui le protégerait des flèches ou de toute autre agression. Il arriva au lac de Stymphale et découvrit des milliers d'oiseaux tournant inlassablement au-dessus des eaux marécageuses. Effrayé par leur nombre, il jugea qu'il ne fallait pas perdre une minute. Le travail risquait d'être long. Il se plaça en haut d'un rocher et arma son arc avec les flèches empoisonnées qu'il possédait depuis le combat contre l'hydre de Lerne. Il tua rapidement quelques oiseaux, mais malgré son habileté, il n'atteignit que peu de rapaces. La plupart se dissimulaient dans les buissons. Le jeune homme patienta quelques jours. Il désespérait de ne jamais les faire sortir de ces massifs épais et impénétrables quand la déesse Minerve apparut. « Ces oiseaux sont rusés, » lui dit-elle. « Ils ne sortiront plus maintenant qu'ils t'ont vu tuer les leurs. Prends ces castagnettes de bronze et grimpe sur ce rocher. Secoue-les bruyamment, et le son d'un instrument les effraiera. Ils quitteront les fourrés dans lesquels ils se cachent. » Hercule remercia la déesse qui disparut dans un grand éclat de lumière. Comme l'avait prévu Minerve, les oiseaux, affolés par le vacarme des castagnettes, quittèrent leur refuge. Hercule n'avait plus qu'à les surprendre dans leur envol et les tuer d'une flèche en plein cœur. Les rapaces tombaient un par un dans le grand lac. Durant des jours, le jeune homme resta sur le sommet afin d'être certain que plus un seul oiseau ne restait caché. Quand il fut sûr de les avoir tous tués, il replaça son arc sur son épaule et partit annoncer la bonne nouvelle à son cousin Eurysthée. De longues semaines s'étaient écoulées, sans qu'Eurysthée n'inflige de nouveaux travaux à Hercule. Les idées commençaient à lui manquer, des tâches toujours plus difficiles qui lui imposaient. Un matin, un messager apporta à Eurysthée des nouvelles d'Augias, le roi des Lydes. « Comment se porte ce cher ami Augias » demanda Eurysthée. « Son troupeau est-il toujours aussi grand ?»« Augias se porte bien, » répondit le messager. « Il possède toujours autant de bêtes, moutons, vaches et chevaux, sans parler de ses taureaux aux 1000 couleurs. Mais il néglige ses animaux, et les écuries sont répugnantes. On dit qu'il ne les a pas nettoyées depuis 30 ans. L'odeur est insupportable et la peste commence à se répandre dans le pays. Merci pour ces informations, conclut Eurysthée. Je vais tâcher d'y remédier. Sans le savoir, tu viens de me donner une bonne idée. » Le messager, en quittant la salle du trône, rencontra Hercule dans les couloirs. Il se rendait auprès de son cousin. « Approche, Hercule, » lui demanda Eurysthée. « J'ai une nouvelle tâche à te donner. Tu vas partir pour Élide, chez le roi Augias. Tu t'occuperas de laver de fond en comble ces écuries remplies de fumier et d'immondices. Mais, cher cousin, vous savez bien que même ces esclaves ne veulent plus y pénétrer tant la puanteur et la saleté sont insoutenables. » Eurysthée ne voulut rien entendre et fit partir Hercule sur le champ.
Lorsqu'Hercule parvint aux abords du royaume d'Augias, il fut saisi par l'odeur écœurante qui régnait dans l'air. Mais, bien décidé à venir à bout de son nouveau travail, il se rendit auprès du roi Eudélide. Bonjour, Augias, dit Hercule. Je suis venu nettoyer tes écuries, comme me l'a ordonné Eurysthée. En une journée, tu ne reconnaîtras plus tes écuries. Ah ah ah, s'exclame Augias, prétentieux. Je te sais très fort, mais si tu penses vraiment nettoyer mes écuries qui s'étendent à perte de vue, tu rêves. Seul un dieu pourrait venir à bout de ce travail. Enfin, si ça t'amuse, va donc passer un petit coup de balai. Et Augias partit dans un nouvel éclat de rire. Mais Hercule savait très bien ce qu'il disait. Il ne comptait pas simplement passer un coup de balai, mais avait déjà prévu un moyen bien plus efficace. En chemin, il avait remarqué 2 grands fleuves non loin des écuries d'Augias. Une idée lui traversait aussitôt l'esprit, et à peine avait-il quitté Augias qu'il la mit en œuvre. Il décida de relier les étables au fleuve. Pour cela, il déplaça d'énormes rochers et creusa un large fossé. Il détourna les cours d'eau qui se rassemblèrent en une seule rivière, laquelle vint s'écouler dans l'immense passage qu'Hercule avait ouvert. Les eaux déferlèrent jusque dans toutes les écuries, entraînant avec elles le fumier, la paille et autres saletés vers la mer. En quelques minutes, toute la crasse disparut. Les écuries étaient propres comme au premier jour. Hercule, ayant réussi à accomplir ce nouveau travail, retournait auprès d'Augias. « Voilà, je défais un peu de ménage, dit-il d'un ton ironique. « Menteur, répliquait le roi. Tu n'as pas agi seul. Les dieux t'ont aidé. Un seul homme, aussi fort soit-il, ne pouvait laver mes écuries. » Hercule laissa Augias à ses cris et repartit gaiement sur la route de Mycène. Plus le lion le plus féroce, le sanglier le plus monstrueux, que les rapaces les plus terribles n'avaient pu tuer les grands Hercule, aucune tâche ne semblait impossible. Pourtant, il fallait bien qu'Eurysthée trouve un moyen d'éloigner son cousin. Ainsi, lorsqu'il entendit parler d'un taureau furieux qui terrorisait l'île de Crète, il pensa immédiatement à Hercule. Neptune, le dieu de la mer, dit Poséidon, avait fait sortir ce taureau miraculeux du fin fond des océans. Il l'avait frappé de folie, et depuis, la bête dangereuse semait la terreur sur la terre et sur toute l'île. Hercule fut chargé d'aller capturer vivant l'animal monstrueux. La tâche était d'autant plus dure que le taureau était protégé par le dieu Poséidon et avait la réputation de lancer du feu par les naseaux. Hercule se rendit chez Minos, le roi de Crète, et lui annonça sa mission. Minos lui proposa son armée, car un seul homme ne pouvait combattre ce féroce taureau. « Je n'ai besoin de personne, » répondit Hercule. « Je saurais être plus fort que toutes les armées réunies. » Minos le regarda partir en pensant qu'il le voyait pour la dernière fois. Hercule n'avait fait que peu de chemin lorsqu'il remarqua que des gens quittaient le port en courant. Ils criaient en tous sens et paraissaient affolés. « Fuyez, le taureau de Poséidon débarque en ville. » La femme qui hurlait la nouvelle n'avait pas sitôt fini sa phrase qu'Hercule vit surgir dans une grande nuée de poussière l'animal déchaîné. Sa course lourde et son souffle puissant remuaient la terre et rendaient la bête particulièrement effrayante. Sans crier gare, le taureau baissa la tête, corne en avant, et fonça sur Hercule. Comme d'habitude, le jeune héros ne perdit pas son sang-froid et saisit les cornes à pleine main. L'animal, enragé, incapable de bouger, lança 2 grands jets de feu par ses naseaux. Hercule dut lâcher sa prise pour éviter les flammes. Mais ni une ni deux, il se précipita sur les 4 pattes de la bête qu'il ligota en un tour de main. Le taureau tomba à terre. Il était vaincu. Hercule prit le bateau de retour et regagna Mycène. « Voilà le taureau de Poséidon !» criaient les gardes à Eurysthée. Un homme le porte sur ses épaules. « Malheur !» grognait Eurysthée. « C'est donc ce maudit Hercule. Encore ? Viendra-t-il un jour où il ne reviendra plus ? Je finirai par t'avoir, cousin. Car il existe bien quelqu'un au monde qui finira par se révéler plus fort que toi. » Hercule
avait déjà accompli 7 des 12 travaux que devait lui imposer Eurysthée. Près de 10 longues années s'étaient écoulées depuis qu'il était à son service. Comme Hercule avait hâte de voir son pénible châtiment fini, un matin, il se rendit lui-même auprès de son cousin et lui dit « Eurysthée, dans quel lointain pays penses-tu m'envoyer cette fois-ci? Et quelle terrible idée as-tu encore trouvée pour me mettre à l'épreuve ?» Le roi lui répondit en riant aux éclats. « Puisque tu me demandes, sache que tu dois partir en Thrace chez le roi Diomède. Là, tu devras dompter ces 4 juments. Je n'y vois rien d'impossible pour toi qui as déjà su dresser les fauves les plus abominables. » Hercule savait que la tâche n'était pas si facile. Diomède, roi cruel, avait pour coutume de faire dévorer les étrangers qui abordaient son pays par 4 juments qu'on disait indomptables. Ces bêtes, qui se régalaient de chair humaine, restaient enfermées dans les écuries, attachées à de grosses chaînes en fer. On servait leur repas dans de grandes mangeoires de bronze. Hercule partit donc en Thrace. En chemin, il rencontra son vieux compagnon Philos, qui, accompagné de quelques hommes, lui proposa son aide. Hercule, qui savait sa mission dangereuse, accepta volontiers. La troupe arriva de jour, auprès des écuries. Des hennissements monstrueux s'élevaient au loin, et les hommes préfèrent attendre la nuit pour pénétrer dans le bâtiment. Le lendemain matin, à l'aube, Hercule donna le signal, et tous se précipitèrent sur les juments. Enragés, les bêtes se cabraient, et cherchaient à dévorer leurs agresseurs en tordant la tête de tous les côtés. Le combat était effroyable. Les juments étaient excités par l'odeur de la chair fraîche qui se proposait à elles. Mais la lutte fut vite interrompue par l'arrivée d'une centaine de soldats menés par le roi Diomède. « Qui êtes-vous, étrangers » s'écria le roi. « Garde, emparez-vous d'eux, et livrez-les en repas, mes chères petites bêtes. » Hercule, dans son effort, avait oublié que le roi de Crète avait coutume de livrer les étrangers à ses juments. Un nouvel obstacle s'offrait donc à lui. Un combat sans merci opposa l'armée de Diomède à Hercule et ses compagnons. Hercule se débarrassa à lui tout seul de plus de la moitié des hommes, les jetant sans pitié dans les mangeoires des juments, qui se régalaient de cette nourriture. Bientôt, il ne resta plus que l'affreux Diomède. Les 2 hommes s'affrontèrent dans un violent combat, mais Hercule ne fut pas long à maîtriser son adversaire en lui bloquant les bras et les jambes avant de le présenter aux juments comme une belle pièce de viande. Le roi hurlait et se débattait tant qu'il pouvait, mais Hercule n'avait aucun mal à le maîtriser. « À ton tour de servir de repas à tes juments, carnivores, » dit-il. « Tu vas enfin subir le sort que tu as longtemps infligé aux étrangers qui venaient dans ton pays. » Sur ce, il lança Diomède dans les mangeoires de bronze, et les bêtes n'en firent qu'une bouchée. Et miracle, les juments eurent à peine fini le dernier morceau qu'elles se calmèrent aussitôt, devenues douces comme des agneaux. Les hommes pouvaient les caresser sans crainte. Ce dernier repas semblait les avoir définitivement rassasiés. Hercule put les détacher sans difficulté et les mener directement chez Eurysthée. Les habitants de Crète, libérés de leur roi cruel, acclamaient le jeune héros et chantaient à sa gloire. « Hercule est invincible », dut s'avouer Eurysthée. « Rien ni personne ne parviendra à l'éliminer. Dans quelle partie du monde pourrais-je bien l'envoyer pour qu'il ne revienne jamais ?» Le roi questionnait ainsi, lorsque sa fille Admète pénétra dans la salle du trône. « Cher papa, dit-elle, s'approchant doucement, je viens vous demander une faveur. J'aimerais posséder la ceinture d'or de la reine des Amazones, Hippolyte. On dit que c'est un bijou magnifique au merveilleux pouvoir. » Comme Eurysthée ne refusait jamais rien à sa fille, il ne perdit pas une minute pour faire appel à Hercule. « Hercule, voici ta nouvelle mission. Ma fille réclame la ceinture d'Hippolyte. Rends-toi donc en Cappadoce, chez les Amazones, et dérobe cette ceinture d'or. » La crainte s'empara du regard d'Hercule. « Enfin, cousin, reprit Eurysthée, ne me dis pas que tu as peur des Amazones. Ce ne sont que des femmes, voyons. »« Des femmes guerrières, répondit Hercule, qui ne vivent qu'entre elles et détestent les hommes. Pour un oui, pour un non, elles n'hésitent pas à les tuer. On les dit dangereuses, et leur armée est réputée pour être des plus terribles. Je sais, Hercule, c'est d'ailleurs pour cela que je t'y envoie. Cesse de parler et pars vite car ma fille n'aime pas attendre. Emporte avec toi ces cadeaux pour obtenir la ceinture d'Hippolyte en échange. » Hercule se chargea de nombreux présents et gagna le port.
Il y retrouva son ami Philos et quelques-uns de ses compagnons qui lui proposèrent de l'accompagner. Après un long voyage, ils parvinrent au pays des Amazones. Hercule découvrit avec surprise ces femmes guerrières, vêtues comme des hommes. Elles savaient se battre avec autant d'ardeur. Lorsqu'elles aperçurent Hercule et ses hommes, elles sortirent immédiatement leurs armes. « Je suis venu en ami », s'écria Hercule pour calmer leur élan. « Rangez vos armes. Je viens vous apporter ces cadeaux à votre reine Hippolyte. » Les guerrières examinèrent les étoffes, les bijoux et les armes qu'Eurysthée avait confiées à Hercule. Une fois rassurées, elles l'introduisirent auprès de la reine. Hippolyte, séduit par le jeune héros, consentit bien vite à lui donner sa ceinture. Elle écouta longuement le récit d'Hercule et accepta ses présents. Il faut avouer que le jeune homme n'était pas, lui non plus, insensible au charme de la belle reine Hippolyte. Pendant ce temps, Héra observait la scène depuis l'Olympe. Elle jugea la tâche trop facile à son goût et décida de jouer un mauvais tour à Hercule. Déguisée en Amazone, elle s'approcha des guerrières qui entouraient la reine. « À vos javelots, Amazone !» s'écria-t-elle. « L'homme qui est en compagnie de notre reine est un menteur. Il est ici pour lui voler sa ceinture d'or et compte bien enlever la reine avec elle. » Les Amazones, affolées, se précipitèrent aussitôt dans la salle du trône et se jetèrent sur Hercule. Le jeune homme, croyant avoir été trahi par Hippolyte, tua la reine d'un coup d'épée. Une grande bataille s'ensuivit entre les guerrières et les compagnons d'Hercule, qui finirent, après beaucoup d'efforts, par rejoindre le port, munis de la ceinture d'or. Les hommes regagnèrent leur navire sans avoir pu cesser le combat. Ils quittèrent le pays des Amazones épuisés. Héra, fort satisfaite du désordre qu'elle venait de semer, reprit son apparence normale et regagna l'Olympe. Sur le bateau qui le ramenait auprès de son cousin, Hercule semblait bien triste. Son compagnon Philos s'approcha doucement. « Que t'arrive-t-il, Hercule ? Nous voilà sains et saufs sur le chemin du retour. Tu sembles bien abattu. Tu as raison, Philos. Je n'arrive pas à me réjouir de notre victoire. J'ai sur le cœur le meurtre de la belle et innocente Hippolyte. J'ai malheureusement compris trop tard qu'elle n'était pour rien dans l'assaut mené contre moi. Tu ne pouvais pas le savoir, Hercule. Oublie cet accident et pense plutôt qu'il ne te reste plus que 3 missions à accomplir. » Pour son 10e travail, Hercule n'était franchement pas gâté. Eurysthée avait eu la mauvaise idée de l'envoyer dérober les troupeaux des bœufs de Gérion, un géant monstrueux qui possédait 3 corps. Le berger Eurytion, aidé du chien à 2 têtes Orthos, gardait ses troupeaux. Malheur à ceux qui osaient s'en approcher. Mais Hercule n'avait pas le choix. Il s'embarqua dès le lendemain à bord d'un petit bateau. Le voyage dura plusieurs semaines. Il lui fallait traverser tout un océan. Durant le trajet, Hercule était gêné par le soleil qui l'aveuglait et par la chaleur. Un soir, il menaça l'astre de ses flèches. Il était si fort qu'il ne craignait même pas les éléments. Le soleil, apeuré, lui demanda de ne pas tirer. « Je t'en prie, Hercule, ne me blesse pas. Je porte la lumière du monde. Sans moi, la planète s'éteindrait. » Convaincu, Hercule relâcha son arc. « Bien, répondit-il, je ne te ferai rien, mais à une seule condition. Offre-moi ton disque de lumière pour m'aider à voyager plus vite. » Le disque que réclamait Hercule était une grande coupe sur laquelle le soleil s'embarquait chaque soir quand il avait atteint l'océan afin de regagner l'Orient. Le soleil accepta le marché. En chemin, Hercule dut également menacer le dieu Océan qui le secouait un peu trop sur les vagues. « Vas-tu cesser de t'agiter ainsi ?» s'écria-t-il au dieu. L'Océan, qui connaissait la réputation du héros, préféra apaiser ses flots plutôt que de devoir affronter sa colère. Hercule put aussi continuer sa route, calmement. Il allait d'aventure en mésaventure, et dut même dresser 2 immenses colonnes de part et d'autre d'un chenal qui sépare l'Afrique de l'Europe, le détroit de Gibraltar. On appelle les 2 rocs, élevés face à face, chacun sur un continent, les colonnes d'Hercule. Après ces péripéties, Hercule parvint jusqu'au troupeau de Gérion. Là, il se débarrassa sans difficulté d'Eurytion et de son chien. Gérion, voyant son berger mal en point, accourut, mais fut stoppé dans son élan par les flèches empoisonnées d'Hercule. Le géant s'effondra. Hercule n'avait plus qu'à embarquer les bœufs sur la coupe du soleil et regagna l'autre rive de l'océan.
Mais l'aventure ne faisait que commencer. Hercule n'était pas au bout de ses peines. En effet, sur le chemin du retour, il fut attaqué par des indigènes qui cherchèrent à lui voler son troupeau. Après avoir abattu plusieurs brigands, Hercule vint à manquer de flèches. Comme il ne savait plus comment écarter ses ennemis, il implora l'aide de Zeus. « Ô grand Zeus, aide-moi à vaincre ces indigènes. Ils sont bien trop nombreux pour un seul homme. » Zeus entendit sa plainte. Aussitôt, une pluie de pierres tomba du ciel et lapida les brigands. Depuis l'Olympe, royaume des dieux, Héra avait observé les exploits du puissant Hercule. Elle était fort en colère de l'aide que lui avait tout d'abord apporté le dieu soleil puis océan. Et maintenant Zeus. À mon tour, se dit-elle. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui se manifestent. Elle n'avait pas sitôt fini sa phrase qu'elle envoya une nuée de taons sur le troupeau d'Hercule. Les bœufs, attaqués par les insectes, furent saisis de panique et devinrent fous furieux. Ils se dispersèrent en tous sens, et Hercule ne put en rattraper qu'une partie. Quand le lendemain matin, Eurysthée découvrit Hercule et son troupeau aux portes du palais, il fut si surpris qu'il ne lui vint même pas à l'idée de les compter. Hercule partit se reposer un long moment, car cette 10e mission avait été particulièrement longue et éprouvante. Jamais Hercule ne s'était tant senti à bout de force. Néanmoins, il ne tarda pas à reprendre son arc et sa massue. Son avant-dernier travail l'attendait. Eurysthée voyait que les travaux d'Hercule arrivaient bientôt à leur fin. Il lui fallait trouver une tâche que pas même un dieu n'aurait pu réaliser. Il lui vint alors à l'idée de lui demander l'impossible. « Hercule, tu as repris des forces à présent. Va donc me chercher le chien Cerbère, gardien des enfers. »« Quelle folie, cousin! Tu cherches bel et bien à me tuer. Et tu sais bien qu'il n'y a pas d'animal plus redoutable au monde. Mais peu importe, je saurai te ramener ce monstre. » Et ceci dit, Hercule partit en direction des enfers. Cerbère était un chien à 3 têtes et à queue de dragon. Il gardait l'entrée du monde des morts, empêchant les vivants d'y pénétrer et les âmes d'en sortir. Ce chien était, dit-on, l'animal le plus féroce que la terre ait jamais porté. Qui d'autre qu'Hercule aurait osé s'y frotter? Dès le début, le travail s'annonça difficile, car nul ne savait où se trouvaient les enfers. Heureusement, Zeus, en père bienveillant, vint au secours de son fils. « Hercule, j'ai chargé mon messager Hermès de te guider jusqu'au royaume des morts. Mais prends garde à toi, car une fois arrivé là-bas, tu seras seul. » Hercule remercia son père, et Hermès apparut dans un vif éclat de lumière. Le dieu mena aussitôt le jeune homme au bord de la mer, sur le cap Ténare. Il présenta à Hercule l'entrée d'une grotte au creux d'une falaise. « C'est ici, » dit Hermès. « Entrons. » Ils pénétrèrent dans un gouffre interminable et sinistre, dans lequel des morts aux ombres effrayantes gémissaient douloureusement. Des spectres épouvantables avançaient péniblement en jetant des regards glacés sur le pauvre Hercule. « Avance, » lui dit Hermès. « Nous arrivons presque sur les bords du Styx, et c'est ici que je dois te laisser. Le Styx est le fleuve des enfers. Le vieux Charon te le fera traverser sur sa barque, afin de te mener jusqu'à Hadès, le dieu des enfers. Je te souhaite bien du courage, car ta tâche est périlleuse. » Hercule n'eut pas même le temps de répondre. Hermès s'était volatilisé. Comme convenu, il embarqua aux côtés de Charon et arriva auprès du trône d'Hadès. En chemin, Hercule avait entendu les aboiements monstrueux de Cerbère. Lorsqu'il apparut au-devant du dieu, il découvrit l'impressionnante bête à 3 têtes et fit le récit de ses 12 travaux imposés par Eurysthée. Il expliqua qu'il lui fallait à présent emmener le chien Cerbère pour obéir à son cousin. Hadès accepta, mais à une condition: capturer l'animal sans aucune arme. Hercule devait affronter l'animal à main nue, simplement revêtu de sa peau de lion. En entendant cela, Cerbère lança un regard de feu à Hercule et se lécha les babines de ses 3 grandes langues baveuses. Notre héros, magnifique soit-il, allait lui servir de délicieux repas. Il frappa le sol de sa longue queue, terminée par un dard pareil à celui d'un scorpion, et se jeta sur Hercule. Rapide comme l'éclair, ce dernier se protégea de sa peau de bête, sur laquelle les dents du chien vinrent se briser violemment.
Hercule n'eut plus qu'à lui saisir le cou entre les mains, et il lui serra jusqu'à ce que Cerbère fût complètement anéanti. Avant de remonter le fleuve infernal en sens contraire, Hercule promit à Hadès de lui ramener Cerbère dès que son cousin aura vu sa proie. Il regagna en sa compagnie le monde des vivants et se présenta à Eurysthée, aux côtés du chien des enfers. « Qu'attends-tu pour faire sortir ce diable d'ici » s'écria-t-il. « Ce monstre est épouvantable. Il n'a rien à faire dans mon palais. »« Mon cousin, » répondit Hercule, « c'est toi-même qui me l'as demandé. Me voilà quitte de mon 11e travail. » Eurysthée n'avait pas entendu la réponse d'Hercule, car il était déjà parti se réfugier dans la jarre qui lui servait de cachette. Dès le lendemain matin, Hercule se souvint de sa promesse et reprit le chemin des enfers pour rendre Cerbère à son maître. Les travaux avançaient. Hercule était de plus en plus joyeux et Eurysthée de plus en plus dépité. Il restait une dernière mission à accomplir, ultime chance pour le roi de Mycène de se débarrasser de son cousin. Puisqu'Hercule avait su revenir des enfers, Eurysthée se demandait s'il saurait revenir du paradis, et il y eut l'idée d'une tâche encore plus irréalisable que les autres. « Connais-tu le jardin des Hespérides, cousin ?»« De nom, mais je n'y suis jamais allé, » répondit Hercule. « D'ailleurs, nul ne connaît le chemin qui mène au jardin des dieux. »« Eh bien, puisque personne ne connaît, tu le trouveras. Une fois là-bas, tu déroberas les pommes d'or qui poussent dans ce jardin sur l'arbre merveilleux d'Héra. » Enfin, Eurysthée, cet arbre est gardé par un dragon immortel à 100 têtes. Je ne pourrai rien contre lui. Débrouille-toi, va cueillir ces fruits de l'immortalité et ramène-les vite. Hercule ne savait quelle direction prendre. Il partit vers le nord, à travers la Macédoine, mais ne découvrit rien. Il voyagea longtemps, dans de nombreux pays, sans jamais rien trouver. Un matin, épuisé, alors qu'il se reposait sur les berges du fleuve d'Éridane, il fit la connaissance de Néréide, nymphe de ses eaux. Il leur raconta ses peines et les jeunes femmes l'écoutèrent avec émotion. « Nous allons t'aider, » dit l'une d'elles. « Va voir notre père Nérée, le dieu de la mer, qui dort là-bas à l'ombre d'un rocher. Il t'indiquera la route à suivre. Mais attention, tiens-le bien, car il tentera de t'échapper en se changeant en toutes les formes possibles. » Comme la nymphe l'avait prévu, Nérée, qui ne voulait pas répondre aux questions d'Hercule, se métamorphosa, prenant l'apparence d'un lion qui se jeta de toutes ses griffes sur notre héros. Hercule l'immobilisa, mais le lion se transforma en serpent et il lui glissa entre les doigts. Hercule lui cirait le cou jusqu'à l'étouffer lorsqu'il sentit le feu lui brûler les mains. Nérée s'était changé en flamme, mais malgré toutes ses ruses, Hercule, à force de résistance, fit capituler le dieu de la mer. « C'est bon, dit-il, je vais te dire où se trouve ce jardin. Les 3 Hespérides qui veillent sur l'arbre pomme d'or sont les filles d'Atlas. Ce géant est condamné pour l'éternité à porter sur ses épaules la voûte du ciel. Non loin de lui se trouve le jardin que tu cherches. Mais ne cueille surtout pas les pommes toi-même. Le dragon à 100 têtes ne t'épargnerait pas. Demande plutôt à Atlas d'y aller pour toi. » Hercule remercia Nérée et marcha vers les sommets enneigés du mont Atlas. Il y découvrit un géant impressionnant, soutenant le poids du monde à bout de bras, au-dessus de sa tête. Hercule se présenta et lui expliqua sa requête. Sans hésiter, Atlas accepta de se rendre au jardin des Hespérides. « Toutefois, si tu veux que j'aille cueillir ces pommes, dit Atlas, il faut me remplacer un moment. Le monde ne tournerait pas sans moi. Prends la voûte du ciel sur tes épaules, je ne serai pas long. » Hercule fit basculer le monde sur ses épaules et conclut « Fais vite, je n'ai pas ta force et le monde est bien lourd. » Mais Atlas partit tranquillement vers le jardin des Hespérides, trop content d'être débarrassé du poids du monde. Il rendit visite à ses filles, cueillit les pommes d'or et revint tout aussi tranquillement auprès de notre héros. « Te revoilà enfin !» s'écria Hercule. « Je croyais que tu m'avais oublié. Le monde est lourd. Tiens, je te le rends. »« Du calme, jeune homme, » répondit Atlas. « Ma mission n'est pas finie. Je vais porter moi-même ces pommes à ton cousin Eurysthée, car la route est trop dangereuse pour toi. » Hercule comprit la ruse du géant. Atlas ne voulait plus porter la voûte du ciel et comptait la lui laisser à tout jamais. Mais Hercule ne se laissa pas prendre au piège.
D'accord, dit-il, mais avant de partir, aide-moi à glisser un coussin sur mes épaules. Le monde me fait mal au dos. Sans méfiance, Atlas soulagea un instant Hercule, le temps de le laisser rectifier sa position et placer le coussin. Mais à peine Hercule s'était-il dégagé du poids qu'il s'écarta d'un coup et laissa toute la charge à Atlas. « Tel est prix qu'il croyait prendre, » ricana Hercule. « Ne m'en veux pas, Atlas, mais je ne pouvais supporter le poids du monde sur mes épaules. Et puis, me voilà au terme de mes travaux. Je vais pouvoir être pardonné de mes crimes. Il aurait été dommage de me trouver à présent condamné à porter la voûte du ciel. » Hercule prit des pommes et repartit vers Mycène. « Voici tes pommes, Eurysthée, » lui dit Hercule. « Tu as tout eu. J'ai tout obtenu. La ceinture d'Hippolyte, les juments de Diomède, le lion de Némée, et j'en oublie. Voilà donc 12. Et voilà plus de 12 ans que je t'obéis, que je traverse la terre en long et en large pour assouvir tes désirs. Mais ni tes pièges, ni les ruses de Héra ne sont parvenus à m'éliminer. Je suis libre à présent. »« C'est vrai, Hercule. Je m'incline, » répondit Eurysthée. « Tu n'as plus d'ordre à recevoir de moi. Tu as vaincu tous les monstres, géants et dieux auprès desquels je t'ai envoyé te battre. Je reconnais ta bravoure. Tu peux quitter la ville. Te voilà libre. Alors, à présent, où vas-tu aller ? » ?»« Je ne sais pas encore. Là où les dieux me guideront. » »« Alors bonne chance, cousin. » Hercule salua Eurysthée et quitta sans tarder le palais. Il parcourut un bout de chemin, savourant sa liberté, puis s'arrêta pour observer les routes qui s'offraient à lui, ne sachant laquelle choisir. Il s'apprêtait à en prendre une lorsqu'un éclair magnifique éblouit le ciel. Le tonnerre gronda, et Zeus apparut. « Mon cher fils, » dit Zeus, « je suis si fier de toi. Tu as su surmonter l'insurmontable, et, grâce à toi, le monde est délivré des monstres les plus abominables et des fléaux les plus terribles. Je l'avais prédit. Tu as libéré les hommes de leurs maux, et tu es devenu un véritable héros. Partout en Grèce et à travers la terre entière, on parle de tes travaux. Ta force te vaut la gloire. Certes, tu es libre maintenant, mais tes aventures ne s'arrêtent pas là. Tu réaliseras encore de nombreux exploits et endureras bien des souffrances. Mais ne crains rien, mon fils. Comme je l'ai toujours fait, je veillerai sur toi où que tu sois. » « Oh, mon père !» Hercule n'eut pas le temps d'achever sa phrase, interrompu par le bruit assourdissant du tonnerre, et son père disparut aussitôt. Hercule ne se doutait pas que ces 12 travaux n'avaient occupé que la moitié de sa vie. Il lui faudrait lutter encore longtemps contre d'autres rois abominables, d'autres créatures monstrueuses. Durant toute son existence, Hercule allait se battre pour faire respecter la justice et débarrasser la terre de ses maux. C'est pourquoi, à la fin de sa vie, les dieux décidèrent de le remercier, afin de rendre honneur à la gloire de ses travaux, à son courage et surtout aux souffrances qu'il avait endurées. Hercule passa de l'autre côté du monde. Certains disent l'avoir vu s'élever au ciel sur un beau nuage blanc. Une chose est sûre, Hercule rejoignit son père Zeus sur le mont Olympe et accéda ainsi, avec mérite, au royaume très gardé des immortels.